Conversation dans le noir. Le podcast des éditions du Masque. Salut Louise, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Comme on peut plus voir personne là en ce moment, j'aime bien avoir un décor pour imaginer qui est au bout du fil. Du coup, c'est quoi ton décor là ? Mon décor là, c'est mon ordinateur, un rutilant exemplaire de nous deux qui me sert de tapis de souris qu'on m'a donné, que j'ai pas vu mais que j'ai gardé pour la déco. Ne te justifie pas. Et mon pyjama. Ok. Oui, il est 17h et alors Et est-ce qu'il y a une bibliothèque du coup à côté de toi ? Ouais. Elle est comment ? Elle ressemble Ouais. à quoi ? Est-ce qu'il y a des tris bizarres ? Est-ce que les livres sont triés par couleur ? Elle est blanche et elle est triée par ordre alphabétique adulte, ordre alphabétique enfant et à l'étagère du bas pour les comics et les bébés. Et à propos de livres d'ailleurs, tu dis quoi ? Toi tu dis auteur, ou autrice ? Moi je dis autrice. Parce que c'est ce qui existe dans la langue française avant que le féminin en soit subrepticement écarté. C'est pas une féminisation de la langue, c'est une démasculinisation de la langue, donc je suis pour. Dans ton dernier roman, du coup, la deuxième femme, on suit Sandrine, une jeune femme qui est sous emprise, qui est prisonnière d'une relation toxique. Donc ça, moi, c'est la manière dont moi je le décris quand je dois le présenter. Toi, du coup, tu le résumes comment quand tu dois en parler ? C'est d'abord effectivement l'histoire de Sandrine, la deuxième femme, et c'est l'histoire de la première femme aussi. Donc cette femme qui a disparu et qui revient, c'est l'interaction entre ces deux femmes qui m'intéresse. Il y a un homme au milieu, mais honnêtement, il m'intéresse un peu moins. Ma question, c'est comment tu vis, qu'est-ce que te fait faire l'amour, qu'est-ce que tu prends pour de l'amour, et comment tu t'oublies parfois. Ça m'intéresse dans les personnages féminins de voir comment est-ce qu'elles s'oublient et puis comment est-ce qu'elles se retrouvent. Quand je t'en parle comme ça, on a l'impression que j'ai écrit une sorte de roman photo de deux, justement. Mais disons que, en fait, c'est un livre qu'on décrit souvent de manière très terrible et très anxiogène. Et en ce moment, j'ai plutôt envie de dire que c'est aussi, puisque la période elle-même est assez anxiogène, j'ai aussi envie de dire que c'est effectivement assez dur, mais c'est aussi un chemin sur des femmes qui se cherchent et qui se réparent et qui se relèvent, et puis sur d'autres femmes qui font entrer la lumière dans la vie des autres. Et c'est un bon moment pour parler de sororité aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière aussi dans ton livre, il n'y a pas que de la noirceur. Et du coup, tu dis que tu veux pas parler de l'homme dans le roman. Pourquoi tu veux pas en parler ? Il m'intéresse pas. Parce que les hommes ont beaucoup la parole, et que la parole des hommes est très très valorisée, et que dans le genre d'intrigue qu'on retrouve dans les polars et dans les thrillers, dans le rôle qu'on fait jouer aux hommes dans ces livres-là, et qui sont le reflet d'une certaine réalité, souvent la première chose qu'on va faire, c'est leur trouver des excuses ou expliquer pourquoi. Tu vois, les faits divers, par exemple, continue en France à traiter souvent beaucoup comme des faits divers et pas comme des violences systémiques. C'est souvent beaucoup d'abord le point de vue du mec qui a coupé sa femme en tranches et puis qui a fait revenir les morceaux. On parle de crime passionnel encore. On dit le pauvre, ivre de jalousie. D'ailleurs, c'est le principe du ivre-virgule. En fait, ivre-virgule, ça excuse pas grand-chose. Le problème, c'est que quand les femmes sont ivre-virgule, il leur arrive des trucs. Quand les hommes sont ivre-virgule, ils font des choses aux femmes et après, ça leur sert d'excuse. Donc, c'est pas, je vais te faire un autolmen tout de suite, c'est pas tous les hommes, c'est pas tous les ivres-virgules. Moi, ce qui m'intéresse dans mes livres, au global, c'est pas de recréer des sortes de faits divers où la souffrance des hommes et les raisons pour lesquelles ils pètent un câble qui est mise en lumière. Moi, depuis le début, ce que j'essaie d'écrire, c'est des victimes qui sont des personnes et qui ne sont pas que des victimes et qui ont une vraie identité, qui ne sont pas que des prétextes. C'est ce que j'essaie de faire, en tout cas. Au Masque, en fait, pendant cette période-là de confinement, justement, on a reçu encore beaucoup de messages de personnes qui ont lu La Deuxième Femme, qui l'ont trouvé hyper puissant, marquant surtout. Je sais que tu tiens un blog, tu nourris aussi ton Twitter régulièrement. Toi, c'est quoi le rapport que tu entretiens justement avec ces lecteurs ? Quand on m'écrit, je réponds. Sur Facebook, je suis très mauvaise. Et sur Twitter, je me suis rendu compte des mois après que j'avais un dossier avec des messages indésirables que j'avais jamais lus, donc je suis au taquet. Mais je fais de mon mieux. Et c'est vrai que j'ai reçu quelques messages de gens qui me disaient cette lecture-là, elle a changé des choses. C'est une responsabilité énorme, mais c'est aussi un compliment incroyable, quoi. Toi, t'as écrit pour ça aussi ? Pas pour recevoir des compliments, bien sûr, mais dans l'idée de pouvoir... Bien sûr, pourquoi En fait, La Deuxième Femme, je pense que mon but, c'était d'écrire des destins comme ça, qui justement ont trait à des choses qu'on rencontre souvent dans les faits divers, et notamment toutes ces femmes qui subissent pendant très très longtemps des violences psychologiques, et puis souvent à la fin de ça, parce que c'est un enchaînement des violences physiques,
Et puis les victimes de féminicide, c'est-à-dire que toutes les femmes qui sont des femmes maltraitées ne sont pas forcément tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, mais on sait que justement, au moment de la séparation, parce que des fois ces femmes arrivent à partir, la possibilité qu'elles soient tuées par leur conjoint ou ex-conjoint explose. Et c'est vrai que souvent, et moi-même, avant de réfléchir au sujet, je pense que j'ai fait partie de ces gens qui pensaient elle n'a qu'à partir. Enfin, moi, un mec, il me faut une trempe, je m'en vais, quoi. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a aucune relation de maltraitance qui commence par un mec qui te rencontre et qui te met des claques, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Et idéalement, si mon livre pouvait servir à quelque chose, ce serait à changer un peu ce regard-là et à ce que les gens qui l'ont lu, en tout cas, ne se disent plus jamais, elle n'a qu'à partir, c'est pourtant pas compliqué. Parce qu'on vit dans un système où rien n'est fait pour faciliter le départ des femmes et rien n'est fait pour protéger les femmes. Conversation dans le noir. Ouais, pour revenir à ton roman, du coup, La deuxième femme, on découvre plein de personnages féminins très forts. Alors ça paraît cliché, mais c'est vrai. Il y a Sandrine, donc cette femme qui, en tout cas au début du livre, se déteste et semble prisonnière d'une relation toxique. Il y a Lisa, une des 2 flics qui couvrent l'affaire. Caroline, la première femme que t'évoquais, qui va ressurgir. On n'en dit pas plus pour pas spoiler. Et puis là, il y a aussi la médecin qui suit Sandrine. Voilà, il y a beaucoup de personnages et comme tu disais, on sent vraiment cette sororité. Et est-ce que tu as envie de continuer d'écrire sur des femmes et sur la violence qu'elles subissent aussi? Moi, j'estime, mais c'est une vision personnelle de cette question-là, qu'à partir du moment où tu as droit à une audience, c'est pas mal de s'en servir pour avoir un propos qui va aider à niveler un peu plus par le haut, quoi. Peut-être prétentieux, mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien arriver à écrire des choses utiles. Et j'aimerais aussi beaucoup arriver à écrire des choses agréables à lire, hein, parce que c'est quand même le but du jeu, ça reste c'est des histoires. Moi, je suis pas sociologue, mais ça me paraît assez incontournable, en fait, de créer des personnages féminins. Et ça me paraît assez incontournable de créer des personnages féminins complexes et forts. Et en fait, je trouve ça surprenant que on continue à me poser la question. Comme si des personnages féminins avec plus de profondeur qu'une cuillère à soupe, c'était un truc exceptionnel. Mais les femmes sont complexes, Jean-Michel. Oui, tout à fait. Alors, ouais, c'est vrai que c'est une question, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça peut paraître un peu bizarre de la poser, mais en même temps, c'est pas si bizarre que ça quand on voit non, mais bien les sûr, personnages féminins. La production actuelle, voilà. Ou la manière dont on continue à écrire les femmes, à décrire les femmes au cinéma, les rôles qu'on donne aux femmes, mais c'est vrai qu'en fait, dès qu'on se rend compte que les femmes font des choses, parce que les femmes ont toujours fait des choses, elles font des choses, mais le moment où on te donne un peu d'audience, on commence à être surpris que tu aies un désir de qualité, que tu aies envie d'écrire des personnages profonds, que tu puisses te permettre d'écrire à la place des hommes, par exemple, alors que c'est des choses, j'ai l'impression qu'on demande beaucoup, beaucoup moins aux auteurs masculins. Mais c'est vrai que du coup, finalement, est-ce que écrire sur les femmes, c'est pas forcément écrire sur la violence, puisque c'est quelque chose qu'elles vivent au quotidien, toutes? J'espère que non. J'espère qu'il y a aussi des personnages qui peuvent vivre une vie sans violence. Moi, j'écris aussi des choses pour les ados, pour les enfants. Tout n'est pas. Alors, je sais que la période n'est pas propre à l'optimisme. C'est pas moi qui vais dire le contraire, mais tout n'est pas noir et tout n'est pas sombre. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que quand j'écris des romans pour adultes, je pense que le quotidien d'une majorité de femmes est parasité par des formes de violence. Pas forcément des formes de violence que tout le monde pourrait s'accorder à reconnaître comme graves, mais quand tu interroges les femmes autour de toi, toutes ont subi des choses. Le harcèlement dans la rue, ça fait partie d'un continuum de violence que subissent les femmes. Là, il y a de moins en moins de gens dans la rue, j'ai passé comme quoi le harcèlement en ligne était démultiplié. Et là, mais les mecs, vous voulez pas, genre, je sais pas, attendre la viol de gambe, ou faire de coups, relaxez-vous, quoi. Il y a effectivement une dimension systémique aux violences que subissent les femmes. Là, j'apprends rien à personne, et c'est vrai que je pense qu'une énorme partie de notre énergie au quotidien, et pour les personnes qui sont en tout cas socialement identifiées comme femmes, se passe à couper l'extérieur et puis essayer de se concentrer pour aller d'un point A à un point B sans se faire alpaguer, sans se faire harceler. Si on se fait harceler, s'assurer que ça dégénère pas. Je pense qu'il faut que les femmes continuent de parler et qu'il faut qu'on continue de les entendre pour qu'elles expliquent qu'est-ce que c'est que naître ou vivre dans un corps perçu comme féminin, avec toute la pression sociale que ça implique, et effectivement tout le potentiel de violence que la société fait peser sur eux. Après, tout à l'heure, je disais rien n'est fait pour protéger les femmes. C'est pas vrai, parce qu'en fait, moi, je rencontre en plus, au fur et à mesure que j'écris, plein de gens, des gens qui sont dans des associations. J'ai fait une conférence super chouette il y a pas longtemps au Grand Contrôle sur le féminicide avec une avocate qui est spécialisée dans la défense des femmes victimes. Il y a plein de gens qui sont là et qui considèrent les femmes comme des êtres humains. Donc, j'ai envie de te dire,
tout n'est pas perdu, on s'accroche, ça va arriver, on est qu'en 2020 finalement. Et du coup, tes livres donc parlent des femmes, mais bon, j'insiste pas sur ça, mais c'est vrai que j'ai envie du coup qu'on parle effectivement plus des femmes, et notamment des autrices. Et est-ce qu'il y a des romans de femmes qui, toi, t'ont aidé, t'ont guidé dans ton parcours d'autrice, même si j'imagine qu'il y a aussi des romans d'hommes? Et oui, c'est ça. Non, mais il y en avait bien, hein. Des romans. En fait, ce qu'il y a, c'est que tout ce que j'ai lu, moi, m'a nourri et m'a inspiré, donc c'est un petit peu compliqué de faire la part des choses. C'est vrai que j'ai beaucoup lu très petite des romans écrits par des femmes. J'ai lu des contes de Ségur, j'ai lu des Cafés des Docteurs March. Et donc, du coup, je me suis jamais dit que écrire était impossible ou difficile parce que j'étais née femme. Mes filles, d'ailleurs, parce que je t'avoue qu'à 5 ans, je me mettais pas devant mon miroir en disant « Mais je suis née femme, qu'est-ce que ça implique pour mon futur en littérature ?» Mais c'est vrai que jamais je me suis mis une barrière. Je me suis mis des barrières de pas oser, de penser que c'était nul, de pas être sûre de moi. Ça, tout le monde se met des barrières. Mais pour moi, le fait d'être femme et le fait de vouloir écrire n'ont jamais été incompatibles. Après, il y a des bouquins que j'ai relus énormément et qui m'ont beaucoup plu. J'ai beaucoup lu des Fred Vargas, des Alison Lurie. J'ai lu aussi des gros polars américains, des Patricia Cornwell, tout le début de la série des Case Carpeta, qui sont très chouettes. Qui sont bien glauques aussi. Mais non, il y a plein de choses qui m'ont nourri et qui m'ont permis de me donner des idées. Et c'est vrai que, pour le coup, autant en y réfléchissant, je me rends compte que j'ai eu de la chance de lire des autrices très petites et de jamais avoir à poser cette question de est-ce que la littérature c'est pour les hommes. Mais moi, je genre pas forcément les romans que je lis. Après, ta lecture évolue et ta compréhension des choses évolue. Et moi, je me définis comme étant féministe, mais comme étant féministe en cours de construction. J'essaie de m'enseigner, j'essaie d'évoluer, j'essaie de dire des trucs. Il y a des produits de pop culture que je savourais avec beaucoup de plaisir il y a quelques années, que je savoure avec moins de plaisir, ou alors que je savoure mais en sachant que c'est Smith, quoi. C'est le principe de la pilule rouge des féministes. C'est-à-dire que je trouve ça très sexy, les espèces de wannabe Bruce Willis qui arrivent et qui sauvent tout, et puis qui roulent des pelles à l'héroïne sans lui demander son avis. Et à un moment donné, t'es là, tu fais non, quand même, ça n'a pas super bien vieilli. Je vois. Ça t'empêche pas de prendre du plaisir à ce que tu peux consommer, hein. Ça donne des niveaux de lecture plus complexes et différents, et c'est intéressant aussi. Et alors, du coup, je sais que t'aimes pas trop donner de conseils d'écriture, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui profitent du confinement pour enfin oser se lancer justement dans l'écriture. Moi, en tant qu'éditrice, je conseillerais de lire Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King, parce que c'est un bouquin où il donne des conseils assez pratiques d'ailleurs, enfin vraiment concrètement, il parle des dialogues, de comment les construire, des personnages. Il a une grande hantise des adverbes que je partage, donc j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Et lui, parce que moi j'en ai partout en fait. c'est pas un message que j'essaie de te faire passer. Mais après, il dit aussi un truc sur l'intrigue. Alors, ça peut paraître un peu évident, mais il dit que l'intrigue pour lui est un peu secondaire et qu'en fait, ce qui compte, c'est l'épaisseur, la crédibilité des personnages, et que si on croit pas à un personnage, finalement, on croira encore moins à l'intrigue. Toi, qu'est-ce que t'en penses finalement de lui, ce qu'il dit? Est-ce que t'as une manière de construire tes intrigues que tu voudrais partager avec des gens qui veulent écrire? Moi, je suis assez d'accord, ça ne m'arrive pas tous les jours non plus, mais je suis assez d'accord avec Stephen King. Je pense que c'est impossible de suivre une intrigue si l'arrivée au personnage te laisse indifférent. Donc, je pense que c'est effectivement super important d'avoir des bons personnages. Moi, j'ai des personnages que j'aime beaucoup. Il y en a certains que je retrouve en plus, puisque j'ai une série de polars sur une équipe de policiers qui s'occupe de crimes de vie sexuelle. Donc, c'est important d'avoir des personnages que tu trouves un peu sympas, parce que sinon tu as vite envie de les lâcher. Après, moi, je n'ai pas de conseil en particulier. Mon conseil, c'est si vous avez envie d'écrire, si vous avez besoin d'écrire, surtout écrivez, il n'y a personne qui vous juge, il n'y a rien qui vous en empêche, vraiment. Zemmour pense que c'est normal qu'il publie 3 bouquins par an, mais allez-y, quoi. Ce sont des arbres qui ne seront pas morts en vain. Lâchez-vous. De toute façon, là, tout le monde est en pyjama, franchement. Pour avoir des gens qui sont obligés de bosser et que j'admire, mais tellement. Franchement, allez-y. C'est le moment ou jamais. Il n'y a personne qui passera derrière votre épaule pour lire ce que vous êtes en train de faire et vous juger, car, attention, ce n'est pas geste barrière. Si vous voyez quelqu'un s'approcher de vous pour juger ce que vous êtes en train de faire, attention, remettez 1m50 d'écart. Ouais, c'est quoi, toi, la première chose que tu feras à la fin de ce confinement? Je pense que je vais aller faire des manifestations et crier très fort. Du coup, avant de reprendre justement nos petites vies confinées, j'aimerais bien que tu me lises un extrait de ton roman, si tu veux bien. Oui, au début, du coup, ouais. Pour pas spoiler. Ok, super, parfait. Alors, donc Sandrine, elle descend les marches. Elle pense qu'elle le verra en arrivant au rez-de-chaussée.
Chaque fois qu'elle descend, il a la tête tournée vers elle. Les premiers temps, son attente l'a réchauffé tant, lui picotait le ventre, tout en haut, presque entre les seins. Mais il n'est pas tourné, il ne la guette pas, pour la première fois. Il est dans le même fauteuil, devant la même télévision, mais il ne s'est pas tourné pour la regarder descendre. La nuit est complètement tombée, maintenant, et le salon est inondé de la lumière bleuâtre qui jaillit du grand écran. Le son est bas, mais elle distingue la voix du journaliste, qui dit que, plus insolite, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris accueille aussi parfois, en plus des personnes souffrant d'Alzheimer et d'autres maladies dégénératives affectant la mémoire, des personnes qui ont tout simplement oublié qui elles sont. Comme ici, cette femme. C'est la mélodie des infos. Les voix suivent des chants aux logiques inconnues, placent des virgules surprenantes, posent des questions qui n'en sont pas. Elle s'approche, la voix continue. Dit Madame X, arrivée à la Pitié il y a quelques jours à peine, directement d'Italie, où elle a passé plus d'1 an, mutique, dans un centre de soins, avant de se remettre, soudain, à parler français. Et quand Sandrine arrive à la hauteur du fauteuil, il tourne vers elle un visage luisant de sueur. Il fait tiède dans le salon. Pourtant, on a gardé les volets fermés sous le soleil. C'est maintenant qu'il faut ouvrir, laisser l'air plus frais de la nuit entrée. Elle va lui demander si c'est ce qu'il veut faire, si elle peut ouvrir. C'est chez lui. Elle demande, malgré le bol à son nom dans le placard et ses chaussures dans l'entrée, elle n'ose toujours pas dire chez nous, chez moi. Mais il ouvre la bouche, alors elle se tait. Il dit, c'est elle, c'est elle. La voix est atone, inconnue. Parfois, quand il n'est pas d'accord, il parle tendu et elle n'aime pas cette corde raide qui rend ses mots redoutables. Sauf que là, c'est encore autre chose. Qui, c'est elle qui demande Sandrine. Sur l'écran, un visage de femme. Elle est brune, son visage est dessiné avec rigueur. Elle fume, adossée à un pilier de pierre dans une cour arborée. Le lieu semble imposant, ancien. Elle a le cou haut, long. L'ombre accroche à ses clavicules, à ses épaules sèches. Elle a des seins ronds. Quand elle lève la main pour porter la cigarette à ses lèvres, on voit son avant-bras, les muscles galbés. La femme sur l'écran est tout ce que Sandrine n'est pas, mais qu'elle connaît déjà. La femme sur l'écran est en photo sur le buffet, chez elle, derrière elle, dans un cadre jaune. Sandrine jette des yeux de naufragée sur le cadre, puis sur l'écran de la télé, un va-et-vient de dernière chance. Peut-être que ce n'est pas vraiment elle, c'est pas possible. Elle est morte, elle est disparue, elle est dissoute, elle est la place vide dans le lit, la mère absente. Qui demande encore Sandrine, comme si faire mine de ne pas comprendre pouvait tout changer, tout annuler, comme si faire mine de rien pouvait encore l'aider alors qu'elle sombre, que c'est trop tard, et elle se voit déjà de nouveau seule dans le petit appartement où elle attendait de vivre, où elle se confisait lentement dans l'absence d'un homme à elle. Ou pire que seule, mais elle ne sait pas quoi, si, elle sait, répudiée, renvoyée. Il va jeter Sandrine dehors, puisque l'autre est en vie. Si elle est en vie, elle va revenir, si elle revient, il va la laisser, elle Sandrine. Il n'y a qu'une place, elle vient de la perdre. Il va se débarrasser d'elle, de la moche, la grosse vache, elle. Il n'ose pas dire le nom, Sandrine non plus. Mais sur l'écran et dans le cadre jaune, la même femme, avec des yeux noirs qui avalent la lumière. La mère du petit, celle qui était là avant, celle qui était là d'abord. La première femme. Merci beaucoup, Louise, pour cette conversation dans le noir. Puis je te souhaite une bonne soirée. Merci, c'est toi aussi. Mettez vos plus beaux pyjamas et gardez la niaque. Oh, l'expression de 1984, oh là là. Merci. Bref, on pense à vous, prenez soin de vous. Conversation dans le noir. Le podcast des éditions du Masque.